c'est à l'image de l'homme. Il y a le meilleur et le pire. Vous n'avez pas besoin, pour les usages, d'or neuf. Maintenant qu'on en parle partout du recyclage comme soi-disant une pratique responsable, alors qu'on ne sait pas d'où vient l'or non plus avant qu'il soit refondu, le recyclage a explosé dans les dernières années en termes de marketing, mais la mine a augmenté de 20%. La valeur de l'or, pour moi, c'est la peur de l'homme dans l'avenir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de me suivre, de vous abonner, de partager et de liker pour soutenir la chaîne. Ici, je ne vais pas vous faire de vidéo, mais un transfert d'interview passionnante sur le sujet de l'or recyclé, de l'or fair mine, des mines artisanales et des mines industrielles. Partagé en interview par Patrick Shine, membre fondateur de l'or éthique et éco-responsable en France, avec qui je collabore quotidiennement, et Shaima Tesser, qui est la fondatrice de Precious Talk. C'est une chaîne que vous allez pouvoir retrouver sur Spotify. J'espère qu'elle va vous inspirer, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne écoute! Je vous présente Patrick Shine. Il va nous aider à y voir plus clair entre l'or recyclé, l'upcycling, l'or fair mine, l'or responsable et le COC, le COC, la norme du RGC pour garantir la traçabilité des métaux. Patrick a investi sa vie pour l'or, négociant et engagé dans une association pour défendre les mines artisanales d'or et les mineurs. Et en deuxième partie, on reprend 10 dates clés pour retracer toute l'histoire de l'or. Bonne écoute. Qui s'appelle Gold. Hein. Ah bah oui, on en connaît plein. Mais Shine, c'est pas mal. Mais c'est comme ça, en fait c'est un nom d'origine allemande et en allemand ça se prononce Shine. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose? Ça veut dire, en allemand moderne, ça veut dire ticket, un Parkschein ou un kino, qui est un ticket de parking. En vieil allemand, ça veut dire apparence. Et en allemand commun, ça veut dire joli, mignon. Voilà. C'est bien joli. Voilà. Et ben voilà, on reçoit Patrick Comme l'or. Shine. Oui, exactement. Vous ne mettez pas ça. Je sais pas. J'ai une phrase qui m'a marquée, que vous avez dite, c'était « Dans l'or, il y a le pire et le meilleur, comme dans l'homme. » C'est le fameux yin et yang, quoi. Ça veut dire que tout est dual. Le métal, l'or peut être le métal des dieux, vous le voyez dans toutes les religions. Mais aussi, vous pouvez voir le pire. Vous pouvez voir des gens qui se tuent à cause de l'or. Vous pouvez voir des crimes environnementaux. Vous pouvez voir le pire dans l'or. Donc, en fait, c'est à l'image de l'homme. Il y a le meilleur et le pire. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans l'or? Je suis arrivé dans l'or. Moi, j'ai fait des études de finance et j'ai démarré dans l'or en Espagne. Et j'ai découvert un monde qui va de la mine jusque dans les banques, dans Place Vendôme, dans les maisons de monnaie. Donc on touche à tout dans l'or, à la fois au niveau géographique, au niveau technique, au niveau financier, au niveau logistique. Ça veut dire que c'est un domaine qui est transversal. Et sur quelle partie vous découvrez le métier? Moi, je suis sur la partie achat et vente d'or. Ça veut dire que j'étais basé en Espagne et c'est pour ça que j'ai touché l'Amérique du Sud, puisque c'était à une époque où l'Amérique du Sud s'ouvrait sous pression du FMI. Et donc, tous les monopoles des banques centrales et des États sur l'or se cassaient un à un. Et donc, les Sud-Américains, qui à l'époque n'étaient peu tournés vers les États-Unis, puisqu'ils ne parlaient même pas anglais, quand ils cherchaient des accords ou ils cherchaient à vendre quelque chose ou à trouver des partenaires commerciaux, mais ils allaient en Espagne parce que c'était la même langue. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un gap entre les positions de l'industrie européenne et les besoins de pays qui s'ouvraient, qui étaient basés sur des monopoles depuis des dizaines d'années et qui voulaient s'ouvrir au commerce libre. Voilà. Et donc je suis devenu négociant d'or physique. J'ai monté ma propre société. Alors j'avais fait un petit écart avant puisque j'ai travaillé à la fin des années 80, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'e-waste. Les déchets d'électronique, on récupérait l'or dans les déchets d'électronique. Donc j'ai déjà vécu ça il y a quasiment 35 ans, plus de 35 ans. Donc ça existait déjà. On récupérait déjà l'or et les métaux précieux de déchets électroniques, qui étaient quand même beaucoup plus riches qu'une mine d'or. J'avais fait une petite incursion là-dedans. Et donc ensuite, quand j'ai vu qu'il y avait ce besoin de service de la part d'Amérique du Sud, c'est là où je suis devenu négociant d'or.
Et j'ai démarré comme ça au début des années 90. Moi, aujourd'hui, je source de l'or à la fois dans des mines qui sont certifiées en Amérique latine. Nous avons acquis et monté un affinage depuis, donc nous affinons cet or-là, nous le mettons sous une forme qui est utilisable par les utilisateurs, donc par les joailliers ou les maisons de monnaie, et nous assurons une traçabilité depuis la mine jusqu'à l'utilisateur. Et parallèlement, nous avons développé dans les années début des années 2010 le recyclage d'or à partir de vieux bijoux directement de particuliers en France, puisque le prix de l'or ayant augmenté beaucoup, on s'est rendu compte que il y avait une mine hors sol dans les boîtes à bijoux de bijoux inutilisés, et il faut savoir à peu près que en France, rien qu'en France, vous avez à peu près, on estime à 1500 tonnes d'or la quantité de bijoux dans les boîtes à bijoux des Françaises. Donc ce qui fait quand même énormément d'or. Et tout cet or-là, grâce à la hausse du prix de l'or, on a dit aux Françaises, ouvrez votre boîte de bijoux, vendez tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui est cassé, tout ce qui vous plaît plus et qui n'a pas de valeur. Et donc il y a eu un boom du recyclage d'or dans le début des années 2010. Voilà. Vous connaissez toute mon histoire là. Parfait, c'est très synthétique. Mais on va quand même creuser. On va creuser. Au début, on creuse pas pour l'or. Hein. C'est la rivière qui amène l'or au départ. Hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu toute la chaîne ? Alors, la chaîne, c'est simple. Bon, l'or est un métal rare, donc il se trouve principalement. Alors, je suis pas un technicien, hein, mais pour schématiser, il a été amené près de la surface de la Terre par les cheminées de quartz. C'est pour ça qu'on trouve souvent de l'or avec du quartz. Les rivières en surface dissolvent le quartz, donc libèrent l'or, et après l'or étant 20 fois plus lourd que l'eau, l'or se concentre dans des méandres de rivières, et c'est comme ça qu'on trouve de l'or dans les rivières. Mais au départ, il y a toujours un filon premier, donc ce filon, il est travaillé soit en surface, que ce soit par des mineurs artisanaux ou par des mineurs, donc au niveau alluvial ou colluvial, et après, quand vous remontez la chaîne et que vous allez chercher l'or primaire, mais vous tombez sur des cheminées d'or qui sont traitées. Les mineurs artisanaux vont suivre le filon, ils vont faire de l'extraction sélective, ça veut dire que le filon est riche, mais ils vont le suivre dans la montagne ou dans le sol jusqu'au moment où ils peuvent le faire. La mine industrielle rase la montagne et prend le tout venant et va traiter le tout. Donc à partir de ces extractions, il y a différents types de traitement. D'abord, il y a un traitement gravimétrique, puisque comme l'or pèse 20 fois plus lourd que l'eau, rien qu'en broyant la matière, et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'énergie, il faut savoir que la teneur moyenne d'une mine industrielle est à peu près de 1 gramme d'or par tonne de minerai, ce qui veut dire qu'il faut broyer 1 million de grammes pour en extraire 1 gramme. Donc vous imaginez l'énergie demandée pour extraire ça. C'est extrait au niveau gravimétrique par centrifugation, puisque ça pèse 20 fois plus lourd, on sort une grosse partie de l'or. Après, l'autre or est tellement fin qu'il faut l'avoir de manière chimique. En fait, c'est comme pour faire une image avec le sucre, les morceaux de sucre peuvent se retirer, on va dire, très facilement, mais pour aller chercher le sucre qui est très fin, il faut le dissoudre avec quelque chose. Le sucre, on le dissout avec de l'eau. Là, on va le dissoudre avec du cyanure, un produit chimique, d'accord, qui a remplacé le mercure dans l'industrie, puisqu'il ne faut pas oublier que toute l'industrie de l'or jusqu'à la fin du 19e siècle a été basée sur le mercure. On va peut-être en parler plus tard dans notre discussion. Et donc vous avez une partie de l'or qui est sortie par gravimétrie, par densité, et l'autre partie qui est sortie chimiquement par un produit chimique qui est souvent du cyanure. Voilà. Okay. Une fois que vous avez ça, voilà, vous avez un lingot d'or brut. Donc un lingot d'or brut, c'est quoi? C'est de l'or, un mélange d'or et d'argent avec un peu de cuivre et d'autres métaux. Donc on va purifier cette matière. C'est là où l'affineur rentre en jeu. Alors il faut qu'on explique aussi l'affinage. L'affinage. Alors une grande erreur, c'est qu'on parle de raffinage d'or. Et ben non, c'est pas un raffinage. La langue française est assez fine pour distinguer l'affinage du raffinage, comme elle distingue la bijouterie de la joaillerie, puisque en anglais, il n'y a pas cette distinction. D'accord ? C'est une des premières questions que je vous ai posées. Même en espagnol. En espagnol, il n'y a pas de distinction entre joaillerie et bijouterie. D'accord ? L'affinage, c'est l'action de purifier un produit. Donc, on affine du lait vers un fromage. Donc, voilà. Le raffinage, c'est de transformer un produit. On raffine du pétrole en essence, en gasoil, en bitume, en X ou Y. Donc, dans l'or, on va prendre l'or brut et on va l'affiner. Ça veut dire qu'on va retirer les impuretés. Donc, grosso modo, on va tout dissoudre
La seule chose qui se dissout pas, c'est l'argent, d'accord, grosso modo. On va tout dissoudre. Et après, vous avez tout sous forme liquide, sauf l'argent. Et vous allez sélectivement précipiter dans ces liquides-là l'or. Voilà. Donc, quelles sont les impuretés qu'on a retirées Alors, le normalement, et le mercure, non, le cyanure et le mercure, c'est juste des moyens pour pouvoir arriver à l'or brut. D'accord. Cela, c'est dans le traitement du minerai. Donc, vous dissolvez le tout, vous allez récupérer l'argent qui ne va pas se dissoudre, et tous les autres métaux, que ce soit le cuivre, le fer... Donc il y a tout ça dans l'or quand on extrait. Ah oui, parce que tout ça vient avec. C'est pas, il y a des mines d'or alluviales. Non, moi j'ai vu déjà de l'or à 99% pur, mais il n'est pas à 100% pur. Il y a toujours 1% qui ne sera pas pur. Or, dans la joaillerie aujourd'hui, vous utilisez de l'or à 99,99% pur. Ce qui veut dire dans 1 kilo d'or, vous avez 0,1 gramme qui n'est pas de l'or. D'accord ? Donc il faut l'amener à cet état-là. C'est pour ça qu'on le purifie pour arriver à cette pureté-là. Et donc on dissout le tout. Et après, une fois que tout est sous forme de liquide, vous allez précipiter l'or, uniquement l'or. D'accord ? Et là, vous allez avoir une pureté qui sera comme je vous l'ai dit, de 99,99%. Dans la joaillerie, on parle de coque pour désigner le... Ça, c'est nouveau. Hein. Le coque, le COC, le Chain of Custody. Oui. La chaîne de traçabilité. Mais le coq, ça veut dire... Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais déjà, c'est pas mal parce que coq, ça fait très français, donc ça va. Pour moi, la chaîne de traçabilité, c'est juste une garantie de savoir d'où vient... Qu'à un moment donné, on sait qu'un or est rentré dans une chaîne, normalement un affineur, et on garantit que c'est cet or-là qui est sorti de l'affineur et qui va chez le joaillier. Mais avant l'affineur, on sait pas. Des fois, ça le garantit pas, puisque le coq aujourd'hui, la réalité du coq, c'est qu'à 95, plus de 99%, c'est de l'or recyclé. Donc l'or qui est recyclé, qui est d'ailleurs un terme usurpé, puisque pour moi, on ne recycle pas de l'or, on recycle un déchet. Mais l'or n'est pas un déchet, puisque moi je connais personne qui ait jeté un bijou dans la poubelle, etc. Donc le déchet électronique, je veux bien que ce soit un déchet, mais le bijou ou le vieux lingot n'est pas un déchet. Un lingot, c'est un instrument financier, c'est une valeur. Donc tout dépend de ce qu'était cet or-là, mais vous pouvez très bien avoir un or qui a été mal extrait il y a 20 ans, qui est devenu un bijou entre-temps et qui se fait recycler après. Donc l'or coque ne vous garantit que la traçabilité entre l'entrée à l'affinage et la sortie de l'affinage. Est-ce qu'on peut redéfinir ensemble l'or recyclé, votre définition de l'or recyclé, l'or Fairmined? Alors, il y a différents types d'or. Donc, dans la mine, vous avez deux types de mines. Vous avez la mine industrielle. Il y a également des standards pour la mine industrielle. Donc, la mine industrielle, c'est de gros investissements. C'est normalement peu de main-d'œuvre. D'accord ? Est-ce qu'on peut citer les gros acteurs très connus ? Les gros acteurs, de prime abord, je crois que c'est Barrick Gold et Newmont Mining qui sont les deux plus grands acteurs dans l'or. Sont les deux plus grands producteurs. Il faut savoir que le plus grand producteur en tant que pays, c'est la Chine. Hein, oui. Donc, également. Et consommateurs ? Et consommateurs aussi, donc c'est quelque chose qui tourne en vase clos puisqu'ils sont nets importateurs, ils en produisent pas assez. La Russie est un gros producteur également. Le top 3, ce serait Chine, Russie, Australie. Je pense que vous avez raison. Voilà, on l'avait dit, c'est Chine, Russie, Australie. Donc, vous avez de l'or industriel. À côté de ça, vous avez de l'or artisanal. D'accord ? Donc l'or artisanal, la particularité, c'est que peu d'investissement, mais énormément de main-d'œuvre. Donc grosso modo, l'or artisanal, c'est 10 à 15% du volume, mais c'est 90% de l'emploi du secteur. C'est à peu près entre 15 et 20 millions de mineurs, et donc ça représente plus de 100 millions de personnes qui en dépendent dans 50 pays. Ça, c'est l'or artisanal. Donc en fait, ce sont deux ors qui se complètent. Okay ? Et ces deux industries vont au même client ? Ou est-ce que l'industriel, il va... Alors, elle allait jusqu'au même client, jusqu'à une certaine époque, on s'est dit maintenant, on veut savoir d'où vient l'or. Avant, on ne savait pas d'où vient l'or. Par exemple, pendant longtemps, l'or venait de la banque. C'est-à-dire que le joaillier allait acheter de l'or à la banque et a utilisé cet or-là pour y aller. Donc, l'origine de l'or était un or bancaire. Mais maintenant, avec cette volonté de savoir d'où viennent les produits, on veut avoir plus de traçabilité et donc aller avant et voir d'où vient l'or. Donc, maintenant, on sépare les différentes origines. Tout l'or qui existe dans le monde vient de la mine. Ça n'existe pas différemment. Ça vient tout de la mine. Donc, que ce soit la mine artisanale, qui a été artisanale jusqu'au XVIIIe siècle, etc. Hein, puisque le gros rush en Californie et dans l'Ouest canadien, en Australie, c'est de la mine artisanale. En fait, il faut savoir qu'il y a 200 000 tonnes d'or qui ont été extraits depuis sa découverte. Ça équivaut à 65 années de production minière.
d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que si vous recyclez 1/65 de ces 200 000 tonnes, vous n'avez pas besoin, pour les usages, d'or neuf. D'accord ? Et ensuite, cet or, une fois qu'il est extrait, il va changer de forme. Il va être un bijou pendant 20 ans. Après, il peut devenir des dents. Après, il peut devenir un lingot. Après, il peut redevenir un bijou. Après, il peut devenir il peut passer 100 ans sur le dôme des Invalides. Est-ce que vous êtes pour ou contre justement le fait qu'on extrait ? Ou est-ce que c'est les deux ? Alors, il faut savoir que la deuxième raison, quand on parle de recyclage, et je vais répondre à cette question également, c'est que c'est pas parce que vous recyclez de l'or que vous empêchez l'extraction. La preuve, le recyclage d'or, il y a 10 ans, ça existait, mais on n'en parlait pas. Maintenant qu'on en parle partout du recyclage comme soi-disant une pratique responsable, alors qu'on ne sait pas d'où vient l'or non plus avant qu'il soit refondu, le recyclage a explosé dans les dernières années en termes de marketing, mais la mine a augmenté de 20% son extraction. Ce qui veut dire que le fait d'utiliser de l'or recyclé n'empêche pas son extraction. Pour une raison bien simple, qui n'existe pas dans les autres métaux et dans aucune autre matière. C'est que l'or, c'est de l'argent, c'est une monnaie. Donc vous extrayez pas l'or pour son usage, vous extrayez de l'or parce que l'or, c'est une monnaie. Donc le fait d'utiliser un or déjà existant à la place d'un or de mine ne va pas faire que vous allez utiliser moins de mine. Donc le fait d'utiliser, entre guillemets, le recyclage ne va pas faire qu'on va émettre moins d'impact, on va avoir moins d'impact sur l'environnement parce que ça ne va pas empêcher la mine. Donc les deux raisons, les deux actions vertueuses du recyclage, qui est d'empêcher l'utilisation d'une matière vierge, et deux, le fait qu'on parle de recyclage quand on a un déchet, on ne l'a pas dans le bijou qui est recyclé, on ne l'a pas dans l'or. Pourquoi ? Parce que ça n'empêche pas son extraction, comme je vous l'ai expliqué, et deux, à part les déchets électroniques, mais qui représentent, on va dire, 5 à 7% de l'utilisation des stocks mondiaux, et encore, il faut pouvoir les utiliser. C'est pas du déchet, c'est juste une transformation d'état. L'or passe d'un état à un autre. Mais c'est pas du recyclage. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais jeté 1 gramme d'or dans une poubelle, un bijou. Même chez le dentiste, quand on vous enlève une dent en or, soit c'est le dentiste qui la garde, soit il vous la rend. Parce qu'il sait que ça vaut de l'argent. Donc c'est pas un déchet. Quelle est la définition pour vous de l'upcycling sur l'or ? Mais la définition de l'upcycling, c'est le bijou signé. Ça veut dire que c'est le bijou que vous allez revendre parce qu'il a une valeur au-dessus de sa valeur intrinsèque de l'or supérieure. C'est comme une monnaie. Soit le Napoléon, s'il n'a pas de prime, vous allez le fondre. D'accord ? Mais s'il a une prime, vous n'allez surtout pas le fondre. Donc pour moi, l'upcycling, c'est de garder un objet utile en vie le plus longtemps possible. Donc le bijou signé en est la preuve. Sinon, ma définition dans le recyclé, c'est un produit qui est passé par un cycle de consommation et qu'on jette. Donc le recyclé, par exemple, c'est du déchet électronique. Voilà. Un peu comme la canette de Coca-Cola, la canette d'aluminium. La canette d'aluminium, vous la jetez à la poubelle, donc c'est un déchet. Mais un bijou, vous ne le jetez jamais à la poubelle. Vous allez le vendre, vous allez le donner, vous allez le. Donc pour vous, c'est pas approprié. Pour moi, c'est pas un déchet. Le mot recycler n'est pas approprié. Pour moi, c'est le terme approprié, c'est retravailler ou en anglais ou réaffiner ou reprocesser. Mais c'est pas du recycle. Le seul or qui peut être. Alors pour vous. Non. Mais c'est recyclé. C'est depuis. C'est ce qu'on a toujours fait en fait. Mais votre bague que vous avez, l'or, il vient peut-être du temps de Cléopâtre. Vous en savez rien. Ça veut dire qu'il a été recyclé. La durée de vie d'un bijou, en moyenne, c'est 20 à 25 ans. Oui. Voilà, la durée de vie d'une pièce, c'est des siècles. Parce que les Napoléons, il y en a encore, alors que ça fait plus de 200 ans. Est-ce qu'on peut parler de votre association ? Moi, en fait, j'ai travaillé longtemps. Donc, quand je vous ai dit que j'ai travaillé en négoce d'or, j'ai découvert l'autre facette d'où venait mon or, qui venait des mines artisanales. Et donc, j'ai décidé, il y a 15 ans, de m'impliquer dans la défense des mines artisanales, parce que c'est en fait un grand pourvoyeur d'emplois dans les pays du Sud, et que c'était un secteur qui était complètement informel et complètement caché. Je suis un des fondateurs de l'Alliance pour la mine responsable, qui a voulu prouver au monde que l'or artisanal, ça peut être extrait de manière responsable. Et cette Alliance pour la mine responsable a sorti les premiers standards au monde de traçabilité d'or il y a plus de 10 ans, qui s'appelle le standard Fairmined, qui permet, grâce à des standards, aux mines de se faire certifier. Et
selon des critères environnementaux, économiques, de sécurité au travail et de traçabilité, et qui permet à ces mines de pouvoir revendiquer tout l'or qui sort de chez eux comme responsable et certifié par un tiers certificateur. C'est-à-dire qu'il y a des audits qui sont faits contre ces standards et qui certifient ces mines, et tout l'or qui sort de ces mines est tracé d'acteur en acteur jusqu'au joaillier final qui peut apposer un poinçon spécifique, le poinçon Fairmine, sur son bijou. Et c'est de l'or artisanal, donc c'est un or qui a exactement les mêmes propriétés qu'un or industriel, sauf qu'en achetant cet or, vous avez fait vivre 100 ou 200 fois plus de personnes derrière, et vous savez que l'or qui a été extrait, eh ben, au moins a profité au plus grand nombre, puisque comme je vous ai dit, l'or artisanal produit 10% de l'or, 10 à 15% de l'or mondial, mais fait vivre 90%, génère 90% des emplois du secteur. Donc vous avez vous avez un acte social en même temps pour le même produit, pour le même gramme d'or. Ce que vous disiez, c'est que l'or recyclé n'est pas une solution éthique si elle exclut 90% de la main-d'œuvre. Ben voilà, parce que qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, et vous me posiez la question de l'or coque, on a vu que la profession a adopté l'or recyclé comme solution responsable et éthique. Donc si vous dites l'or recyclé c'est responsable et éthique, comme l'or recyclé il est produit même en France, pourquoi ? Parce qu'en France, en Europe, on reprocesse plus de vieux bijoux que ce qu'on consomme en fabrication. Donc j'ai un surplus de bijoux. Donc cet or-là, il n'est pas cher puisque je suis en surproduction, par exemple en France, de bijoux. Donc si je dis cet or-là, il est éthique, en l'utilisant, bah, j'ai un or qui est pas cher et éthique. Par contre, vous allez pas être incité à aller chercher un or responsable qui a été extrait par des gens qui l'ont fait de manière responsable, avec des critères sociaux, parce que d'aller le chercher à 10 000 km pour l'amener, le tracer, le ségréguer, etc., ça coûte plus cher. Donc si vous dites l'or recyclé, c'est de l'or éthique, ben vous fermez la porte à la mine. Parce que la mine, c'est pas sexy. Quand vous dites la mine industrielle, ben c'est quand même assez polluant. La mine artisanale a mauvaise image, et même la mine artisanale, même si elle est faite dans le respect des standards, ben c'est quelque chose qui, bon, des fois on veut occulter, on ne veut pas mettre en avant. Donc l'or recyclé a été trouvé comme une solution qui existait déjà, et on l'a juste, en fait, circulaire, etc. Sauf que ce n'est pas une économie circulaire puisque ça n'empêche pas l'extraction. Si le fait de recycler les bijoux et d'utiliser de l'or recyclé empêchait son extraction, je suis d'accord avec vous. Oui, mais c'est peut-être un état d'esprit de se dire ça existait, on retransforme l'or à chaque fois, mais c'est de se dire maintenant on ne se source que comme ça. Oui, mais c'est très exclusif. On arrête d'aller en mine et on prend que ce qu'on a déjà, le surplus que vous disiez. Mais alors que vous avez des gens à qui donc vous allez fermer le marché à certaines personnes qui ont besoin du marché, parce que si vous n'allez pas acheter, ils vont aller les bougies d'aller vendre en Inde, aller vendre en Chine, dans des conditions encore plus dépendantes et à des conditions encore plus économiquement pires et sans standard. Donc en les prenant, en les embarquant avec vous et en leur demandant d'avoir une certaine responsabilité sociale, environnementale, au contraire, vous allez pousser le tracteur pour le haut, et de toute façon, la mine est là pour rester. La mine d'or, comme je vous l'ai dit, l'or est une monnaie, donc c'est pas parce que vous allez utiliser que de l'or local et recyclé que vous allez empêcher son extraction. Donc autant l'embarquer, mais je parle pas de l'embarquer à 100%, vous pouvez l'embarquer pour 10 ou 15%, vous pouvez embarquer la mine industrielle pour 30 à 40%, vous pouvez embarquer de l'or reprocessé pour la balance. En fait, il faudrait que vous respectiez la réalité du mix pour être responsable. Par contre, pour le reprocesser, comme c'est local, je peux le contrôler totalement. Mais pour l'or qui est extrait, que ce soit industriel ou artisanal, je vais exiger des meilleures conditions d'extraction, etc. Et qu'est-ce que vos clients, justement, pensent de comment ça a été reçu, perçu et accueilli, l'or Fairmine ? Quand vous allez voir le comité Nobel qui cherche le meilleur or pour sa médaille du prix Nobel de la paix, après avoir fait un benchmarking, il utilise de l'or Fairmine. Quand vous allez voir le comité olympique international, quand ils font un trophée international, quand ils doivent choisir un or, ils choisissent l'or Fairmine. Quand vous allez voir la monnaie de Paris, qui doit choisir un or pour faire une médaille commémorative sur la paix de la Première Guerre mondiale, ils choisissent l'or Fairmine. Voilà, c'est ma réponse. Tous ces gens-là ne sont pas des acteurs économiques. Pourquoi ? Parce que ça vaut plus cher d'aller tracer un or à 10 000 km et de demander aux gens de l'extraire de manière responsable. Ça coûte de l'argent. Donc si vous ne le payez pas plus cher, si vous ne donnez pas un incentive pour qu'ils le fassent, ils ne viendront pas. C'est vrai, ça coûte plus cher de donc, faire mieux. Donc ça coûte plus cher. Par contre, quand vous enlevez cette partie économique et que vous demandez, voilà, je veux l'or le plus représentatif, au Festival de Cannes, les palmes sont en or Fairmine. Voilà. C'est le meilleur or. Et le luxe, c'est l'excellence, pour moi.
Donc quand le luxe veut choisir un or d'excellence, ben, voilà, il est à la fois excellent, en respect de l'environnement, socialement, il est imbattable. Il y a combien de critères à regarder? Il y a 4 critères. Il y a des critères environnementaux, sociaux, de sécurité de travail, économiques, d'accord, et d'échange. Et vous couvrez combien de mines? Ça couvre aujourd'hui à peu près une dizaine de mines. Il y en a beaucoup dans le pipeline. Par contre, ça prend du temps. Ça prend du temps d'amener une mine. Déjà, mettre une mine en route, ça prend du temps. Amener une mine à ces standards-là, ça prend du temps et de l'investissement. Donc, il faut la demande. Et quand la demande est là, il y a des mines qui peuvent y arriver très rapidement parce qu'il y a des mines qui y sont quasiment. Et si vous partez de zéro, ça peut prendre 3-4 ans. Donc, c'est vraiment il faut que le secteur s'implique de manière, on va dire, à moyen terme ou long terme. Il n'y a rien de pire que de les amener et après de dire non mais j'en veux plus parce que non, c'est trop cher, c'est la crise, j'en veux plus, etc. C'est combien de pourcents de plus? Alors il y a deux coûts associés. Vous avez une prime qui représente facialement ce qui va dans la poche du mineur, à peu près, c'est à peu près 4 € du gramme, donc c'est à peu près 7 à 8% du prix de l'or. D'accord ? Après, vous avez tout ce qui doit venir soutenir ce système, parce qu'il faut bien que ce système s'auto-gère, donc c'est à peu près 1 ou 2% de plus. Et après, vous avez le coût de ségrégation, parce qu'il faut le ségréguer depuis la mine jusqu'à la fabrication. Donc, en fonction des volumes que vous avez, ça vous coûte entre 10 et 20% de plus que le prix de l'or. Mais maintenant, le prix de l'or ne représente que dans le luxe qu'une faible partie du bijou. Voilà. Donc, vous prenez un bijou en or, le prix de la matière, s'il est multiplié par 10 au final, le prix de la matière, si vous avez un surcoût de 15%, on va dire, ça fait au final un surcoût de 1,5%. Parce que vous n'allez pas multiplier par 10 votre surcoût. Vous n'allez pas gagner 9 fois plus que ce que vous donnez aux mineurs. D'accord ? On sent le background en finance. Voilà. Est-ce que... Oh, vous êtes pas mal. Est-ce que... quelle est la consommation pour nous donner une idée de ce qu'on consomme aujourd'hui en France ? En France, moi, j'ai pas trop de chiffres de consommation, mais on situe entre 15, on va dire entre 15, je pense entre un peu plus de 10 tonnes à un peu au-dessus de 15 tonnes. Par contre, la fabrication, bon, ce sont des chiffres assez secrets, mais je pense qu'on est aux alentours un peu plus de 5 tonnes de fabrication. Parce que quand ce qu'on se consomme, ça peut être importé d'Italie, d'Indonésie, de Thaïlande, de Chine, du Moyen-Orient ou d'Espagne. Donc ça, c'est ce qu'on consomme. Par contre, ce qu'on fabrique, ça peut être exporté. Surtout que si vous prenez le luxe, il est énormément exporté. Donc il y a un savoir-faire français. Est-ce qu'on consomme plus qu'on fabrique ? Alors, oui, on consomme plus que ce qu'on fabrique. Oui. C'est dur à mesurer, je ne sais pas comment... Non, ça se mesure puisque vous avez les chiffres. Alors, je n'ai pas les chiffres de consommation sous le truc, mais sous la main, mais je pourrais vous les donner. On consomme plus qu'on fabrique. Mais en fait, on recycle plus que ce qu'on fabrique. Donc, la demande d'or, en France, on est obligé d'exporter notre or. Parce qu'on a trop d'or, avec tout ce qui est reprocessé, tout ce qui est récupéré au niveau des particuliers. Mais c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas besoin d'acheter c'est pour ça qu'on n'a pas besoin. Mais d'ici à dire que c'est de l'or éthique, c'est là. C'est là. Si vous allez au bout de ce raisonnement, si vous dites c'est de l'or recyclé, donc ça compte pas pour mes crédits carbone, quoi, je pollue pas parce que je réutilise une matière vieillissante, mais vous condamnez à vie 10 millions de mineurs. Et vous ne pensez pas que la monnaie va disparaître ? Va tendre à disparaître ? Moi, personnellement, j'ai j'ai plus du tout de monnaie et d'espèces. Mais c'est pas... La monnaie, vous l'avez, elle est électronique, c'est tout. Voilà. D'où vient la valeur de l'or ? Bon, ça coûte un peu cher d'extraire de l'or, mais ça n'explique pas tout. La valeur de l'or, pour moi, c'est la peur de l'homme dans l'avenir. Plus il y a de déséquilibre, plus il y a d'incertitude sur l'avenir, plus l'or vaut de l'argent. C'est une valeur refuge. Mais elle est complètement irrationnelle. On dit que les crypto-monnaies, personne ne comprend, mais l'effet crypto-monnaie, c'est l'effet de l'or. Ça veut dire que c'est une monnaie. L'or, il n'y en a qu'un qui a pu l'imprimer, il s'appelle Midas. Le seul qui touchait quelque chose, ça devenait de l'or. Il en est mort d'ailleurs. D'accord ? On pourra peut-être en parler plus tard. L'or, en fait, vous ne pouvez pas le fabriquer. Même le diamant, vous pouvez faire des diamants de laboratoire. Mais l'or, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est la seule monnaie qui est
incontrôlable, vous êtes sûr qu'il ne va pas y avoir une impression que les États vont pouvoir la fabriquer. Parce qu'il faut l'acheter. Vous ne pouvez pas fabriquer de l'or, vous devez l'acheter. Donc c'est pour ça qu'il y a l'effet monnaie. C'est une monnaie qui est intangible. Et c'est un peu l'effet, la mode qu'il y a eu sur les bitcoins, puisque c'était une monnaie décentralisée, non contrôlée par les États. Et donc c'est pour ça que tout le monde a voulu investir là-dedans. Alors après, il y a des hauts, des bas, on est aux prémices. Mais je ne comprends pas la différence. Le bijou est contrôlé dans l'État parce qu'on contrôle... C'est relié aux banques. Non, ce n'est plus relié aux banques depuis 1973. Il faut que je me mette à jour. Depuis 1971. Il faut qu'on fasse notre cours d'histoire. Alors, on y va. Ah oui, c'est quoi l'histoire de l'or en quelques dates? Allez, hop. Alors, moi, je vais vous donner 10 dates. Ok, et en fait, je vais vous donner 10 dates. Et à chaque date, il y a une concept ou une propriété de l'or qui va ressortir. Donc, c'est pas les accords de Westwood en 71. 71. C'est la fin de Bretton Woods. Voilà, merci. Voilà. Donc, vous avez étudié l'économie. Alors, je vous écoute. Mais c'est intéressant. Ouais, j'adore. Mais voilà. Donc, vous avez une des raisons pour laquelle ce métier est passionnant. Alors on commence depuis le début. Yes. Donc il y a moins 4400, l'or est découvert. C'est le premier métal qui a été découvert par l'homme. Donc c'est quand même assez important. Il est découvert en Thrace. La Thrace, c'est en actuelle Bulgarie. Et en fait, il est très facile à travailler. Il est très malléable. On trouve en Amérique du Sud des hameçons en or. Parce qu'on n'accordait pas en Amérique, chez les Incas, on n'accordait pas d'importance autre que cultuelle. L'or des dieux, le sang des dieux ou la sueur des dieux, on n'accordait pas de valeur à l'or. Donc, et c'est indestructible l'or. Voilà. Deuxième date, donc ça c'est moins 550. C'est Crésus, il est le roi de Lydie. Lydie, c'est en actuelle Turquie. Il est devenu richissime grâce à l'or qu'il a trouvé dans une rivière qui s'appelle la rivière Pactole. Donc vous comprenez, Crésus, Pactole, d'accord. Et grâce à cet or-là, c'est à l'époque où les premières pièces d'or ont été frappées. Et comme je vous ai dit qu'on trouve de l'or, c'est pas jamais de l'or pur. Cet alliage qui était composé d'or et d'argent, c'est de l'électrum. Donc les premières pièces ont été frappées à cette époque. Et c'est la fameuse légende, l'époque de légende du roi Midas, où tout ce qui touchait devenait de l'or, à un tel point qu'à la fin, il a demandé à Bacchus, il a demandé, c'est la légende, de lui enlever ce pouvoir parce qu'il ne pouvait plus manger. Parce que s'il touchait quelque chose pour manger, il ne pouvait pas. Donc c'est l'autre notion, c'est-à-dire qu'un excès d'or tue l'homme. Voilà, cette notion-là est importante, d'où la phrase philosophique, est-ce que c'est l'homme qui possède l'or ou est-ce que c'est l'or qui possède l'homme? Donc ça, important. Donc, la petite histoire, le pactole, toucher le pactole, etc. Il faut savoir que Crésus, au roi de Lydie, était le dernier de la dynastie. Donc, voilà. Ensuite, un autre bond, en 50 avant Jésus-Christ, c'est Jules César. La première pièce d'or, le premier standard de traçabilité au monde. En fait, entre la première pièce en moins 550 et en moins 50, il y a eu beaucoup de pièces. Mais les gens trichaient sur la quantité d'or ou sur le poids, etc. Le premier... On savait que ça avait de la valeur. Enfin, ça avait quelle valeur pour ces gens-là? C'était encore des outils ou ça avait quand même une... Ah non, ça avait de la valeur parce qu'ils avaient besoin d'une monnaie d'échange. Ça a permis. Et je vais vous expliquer, justement, cette pièce-là, on avait besoin, pour faire du commerce, d'une monnaie, mais fiable. Et donc on avait besoin d'une monnaie fiable, parce que si moi je vous donne une monnaie, je vous dis tenez, il y a 10 grammes d'or dedans, mais qu'en fait 50% c'est pas de l'or, ou c'est du laiton, vous n'allez pas. Donc ce qui est important, c'est César a sorti la première pièce à son effigie. Donc ça a été la première certification au monde, le premier COC au monde. Trop intéressant. Ok, la tête de César. Donc ça a surtout permis l'explosion du commerce dans l'Empire romain. C'est-à-dire que la pièce de Jules César était même en Asie acceptée parce qu'on savait qu'elle était bonne. Donc ça a été la première pièce au monde et ça permet l'expansion du commerce dans le monde entier. Premier moyen de paiement fiable. Après, il y a Jésus qui naît. Donc je vous passe, c'est pas une date, je vous passe les rois mages qui amènent des cadeaux en or. Et je saute directement à 1532. Donc c'est l'histoire du roi Atahualpa, qui était le roi des Incas. Donc vous avez 160 conquistadors espagnols qui arrivent au Pérou dans la cité de Cusco, où règne un roi jeune qui s'appelle Atahualpa. D'accord ? Il règne, il a une armée de 60 000 personnes.
Et il y a de l'or partout. Que font les Espagnols? Ils le font prisonnier et ils demandent à son peuple de remplir une pièce de 7 mètres par 5 mètres par 2 mètres de haut d'or. En un mois, son peuple le remplit d'or. Sauf que les Espagnols, à l'issue de ça, au lieu de libérer, le tuent. Horrible. C'est à peu près cette époque, c'est 40 ans après la découverte par Christophe Colomb. Mais ce qui est important, c'est la valeur de l'or. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de valeur monétaire pour ces gens-là. L'or était sacré, c'était le métal des dieux. D'ailleurs, on dit que l'or est le métal des dieux. Mais pourtant, il y avait une valeur. Et le roi des métaux. Oui, mais c'est cette ambivalence, c'est le yin et le yang. C'est juste que c'était pas encore développé là-bas. Non, ça veut dire que c'est cette ambivalence dans la Bible, le veau d'or. C'est là aussi, on fond tous les bijoux, on les recycle pour faire un veau d'or. Et le veau d'or va à la perte. Deuxième exemple, les pharaons. Toutankhamon, son masque, 10 kilos d'or. Et en fait, parce qu'on sait que c'est indestructible. C'est comme ça qu'on veut représenter le dieu ou le roi après sa mort. Autre exemple, le Diwali, la fête en Inde, tous les ans, avec la déesse Lakshmi, qui justement, l'or est propice, qui est représenté toujours avec de l'or, et c'est là où on achète de l'or en Inde. Le Bouddha de 5 tonnes, le Bouddha en or, c'est la plus grande statue en or, aussi représente une religion. Le temple du Dôme à Jérusalem, il est en or. Il y a quelques années, la cathédrale orthodoxe russe à Paris, la coupole est en carbone, mais dorée. Donc l'or a ce côté de métal des dieux, d'invincibilité, d'indestructibilité et de pureté. Je vous parlais le yin et le yang, mais ça en fait partie du yin. Donc ça, c'est un point important et que je voulais à travers. En plus, après, on va revenir dans du concret. Ensuite, on saute à 1717. Isaac Newton, c'est celui, la gravité, la pomme qui tombe de l'arbre. Donc la reine d'Angleterre, quand il est arrivé un peu à l'âge de la retraite, pour le remercier, puisque c'était Sir Isaac Newton, lui a donné la direction de la monnaie royale britannique. Et Newton, comme c'est un scientifique, il allait calculer très vite, il s'est dit, aujourd'hui, l'étalon, c'est l'étalon argent, toute la monnaie est basée sur les réserves en argent. Bon, l'argent, c'est un peu lourd, il risque d'en manquer, etc. On va essayer de trouver quelque chose de plus pratique. Et c'est l'inventeur de l'étalon or. Alors, César l'avait fait un peu, mais lui, il théorise, et c'est le premier qui fixe le prix de l'or. Tel poids de l'or, ça vaut tant. 1717, c'est le premier qui a fixé l'or. D'ailleurs, on parle du fixing de Londres quand on parle de l'or. Voilà. Donc ça a permis d'accélérer les échanges, parce que la monnaie était toujours basée sur l'or à cette époque. Et l'or s'impose parce qu'il a beaucoup plus de valeur pour le même poids. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, 1 kilo d'or, ça vaut 100 kilos d'argent, donc c'est quand même plus pratique de transporter 1 kilo d'or que 100 kilos d'argent. Et il est pratique, qui reste encore aujourd'hui, plus de 300 ans, après la référence dans le monde. Donc il est beau, parce que ça c'est aussi, on n'en a pas parlé, mais pourquoi l'or est l'or? C'est parce que c'est le seul métal qui est joli. Il est jaune, il a une couleur assez fascinante. Donc une accélération des échanges, exactement comme au temps de César, pour une autre raison. Et quand il y a de la confiance, l'or descend. Pourquoi? Parce que c'est pas un investissement, l'or, c'est un refuge. Quand vous achetez de l'or, vous l'enterrez. C'est-à-dire que l'argent sort du circuit. Donc quand l'économie va bien, vous vendez votre or pour l'investir dans l'économie. Quand l'économie va mal, ou là politiquement ça va mal, ou qu'il y a des problèmes, vous désinvestissez, vous achetez de l'or pour vous protéger. Est-ce que personnellement vous investissez dans l'or? Moi j'ai mis ma vie dans l'or, puisque ma profession est dans l'or. Voilà. C'est vrai. Et d'un point de vue financier, c'est quelque chose dont vous croyez? Évidemment. On va en parler plus tard dans une autre date. Donc ensuite, autre date, 1848. Ça vous dit rien? Alors, c'est la découverte dans une ferme en Californie de l'or. Donc la Californie, État de l'Ouest américain, donc il n'y a rien de spécial en Californie, dans une ferme qui appartient à un Suisse d'ailleurs, on découvre de l'or. Résultat, 300 000 personnes ruées vers l'or, qui a commencé de manière artisanale, qui a commencé avec des techniques polluantes. Il faut savoir que la Californie est un des endroits les plus pollués au mercure au monde. Donc ce que le monde moderne a fait, un peu plus de 150 ans avec du mercure, c'était la norme de l'industrie. Et donc un gold rush qui a été jusqu'en Alaska, après en Australie, etc. C'est le gold rush américain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, la Californie,
c'est un pays qui est plus riche que la France. Un État qui est plus riche que la France en tant que pays. Ça veut dire que quand vous avez un secteur ou une extraction du métal de l'or qui est bien faite et surtout qui est réinvesti dans le même territoire, ça peut être un booster pour la communauté et pour amener un pays aujourd'hui à quelque chose d'incroyable. Le siège social de Google est à 2 km de la plus vieille mine de mercure de Californie qui a servi pendant le Gold Rush. La baie de San Francisco, où il y a toute la ville la plus chère au monde, elle est polluée au mercure. Donc voilà. Vous savez qu'aux États-Unis, chaque État a un sceau, ce qu'on appelle le seal. Donc, le sceau de Californie, il est connu parce qu'il y a marqué Eureka dessus. Et le quart de la partie inférieure droite, c'est un mineur avec une bâtée en train de chercher de l'or et de creuser de l'or. Donc c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que l'État le plus riche individuellement quasiment au monde, dans son histoire est gravé la mine artisanale et la découverte de l'or. Donc ça peut être quelque chose qui démarre une économie. Quand c'est fait de manière non prédatrice, ça peut être quelque chose de très important pour une économie. C'est très important pour ce qu'on vit aujourd'hui aussi. On continue ? Oui. Alors là, j'ai un petit saut, mais c'est important. Je vais 20 ans après, en 1869. C'est la découverte de la plus grosse pépite au monde. 71 kilos d'or, une fois fondu. La valeur, c'est 4 millions d'euros au cours d'aujourd'hui. Donc un gars, il va dans une rivière, dans une petite mine, et il trouve ça, 4 millions d'euros. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est ce qui fait avancer tous les mineurs dans le monde. Pourquoi je vais aller chercher de l'or dans une forêt, dans un milieu adverse, dangereux ? L'espérance. C'est l'espérance, c'est ce rêve-là. Un jour, je vais trouver une pépite. Alors, pas de 71 kilos, mais de 1 kilo, de 2 kilos, de 3 kilos. Voilà pourquoi cette date est significative pour moi. Il me reste peu de dates, j'en ai que 3. C'est bientôt la fin. Ensuite, on passe à 1971. Yes. Donc, c'est la fin de la convertibilité du dollar en or. Donc, pendant tout le XXe siècle, après les accords de Bretton Woods jusqu'en 1971, l'or avait un prix fixe, 35 $ de l'or, et il n'y avait que le dollar qui se convertissait en or, et toutes les autres monnaies se convertissaient en dollars. C'était donc un système or, mais c'était surtout un système dollar. Donc en 71, les États décident de mettre fin à ça, et donc le prix de l'or devient libre. Avant ça, il était quasiment interdit de détenir l'or aux États-Unis, etc. Bon, il y a eu pas mal d'histoires autour de ça, mais c'est la date à laquelle la monnaie est décorrélée de l'or. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez d'or pour pouvoir soutenir toute la monnaie mondiale, et c'est ce qui a fait qu'on a pu imprimer de la monnaie et qu'on a créé la dette. C'était le début de tout ça, en fait. Depuis 1971, l'or valait 35 $ de l'once. Hier, il valait 1830 $. Donc en 50 ans, la valeur a été multipliée par 50. Donc l'homme a accordé plus de valeur en 50 ans à l'or que l'inflation. Et là, on revient à la valeur immuable de l'or. En fait, pour moi, l'or ne monte pas de valeur. C'est le reste qui perd de la valeur. Donc en miroir, ça veut dire que l'or est obligé de monter. Et la preuve, c'est l'histoire de la toche d'or. Elle vient pas de moi, elle vient d'un des membres de la famille Rothschild qui dirigeait le fixing de Londres, qui disait la valeur de l'or, elle ne bouge pas. Sous César, une once d'or permettait d'acheter une belle toge. Aujourd'hui, une once d'or, ça vaut 1700 €. Ça vous permet d'appeler un beau costume. Donc la valeur de l'or en 2000 ans n'a pas bougé. C'est le reste, parce qu'on a imprimé beaucoup de monnaie, parce qu'il y a eu les inflations, parce que ce qu'on connaît aujourd'hui, l'inflation, la hausse des prix, etc., l'or monte en ce moment parce que c'est le reste, c'est un étalon, l'étalon or. Donc c'est pour ça que cette date est importante pour moi. C'est ce que Philippe Chalmin disait, que j'ai reçu. Ah ouais. Et vous connaissez, je crois. Chalmin, c'est un dieu. Vous êtes déjà rencontré ? Ouais, je l'ai rencontré, mais moi, il était professeur à Dauphine quand j'y étais. Il y est toujours. J'ai même un copain. C'est un dieu, sauf que sa réelle compétence initiale n'est pas l'or. Il est plutôt dans le pétrole, dans les grains, les métaux, etc. Et l'or, c'est spécifique. Matière première. Oui, mais l'or, c'est pas une matière première. Non, tout à fait, il connaît pas. Mais il en a parlé exactement comme vous. C'est pas une matière première. Non. Vous m'honorez là, parce que si vous me comparez à Chalmin, alors vous m'honorez. Merci, merci Chalmin.
Ensuite, une autre date. Vous connaissez le photographe Salgado, brésilien? Non. Mais vous regarderez sur Internet. En 1980, c'est une mine d'or en pleine Amazonie, la Serra Pelada. 100 000 personnes la prennent d'assaut. Les photos de Salgado sont gravées dans la mémoire ça a été la ruée vers l'or, mais comme si vous mettiez un morceau de sucre devant une fourmilière. Et les photos sont tellement parlantes, on dirait des fourmis. Avec tout le crime qui va à côté, à un tel point que c'est l'armée qui a pris le contrôle de la mine. Il y avait 60 meurtres par mois. Donc l'enfer, le yang, ou le yin, ça dépend ce que vous voulez, je ne suis pas un spécialiste. Mais voilà. Officiellement, il y a eu 45 tonnes d'or qui sont sorties. On estime que c'est peut-être 5 à 10 fois plus. C'est le gold rush, la ruée vers l'or du XXe siècle. Et c'est surtout, en fait, quand vous mettez une richesse dans un pays pauvre, si vous avez besoin de nourrir vos enfants, vous creusez la terre, et au bout d'une semaine, vous générez un revenu pour nourrir votre famille. Ce qui n'existe pas dans l'agriculture. Dans l'agriculture, il faut planter, il faut de l'argent, il faut investir, il faut attendre. Bon, et depuis, pas grand-chose. Donc 2012, l'OCDE qui dit l'or, il faut savoir d'où ça vient. On doit se responsabiliser de l'origine de l'or. Parce que ça peut venir de mauvaise provenance et ça peut financer des conflits, comme ça a financé au Congo des conflits. Pourquoi ? Parce que, en fait, les militaires ou les rebelles n'ayant plus accès au monde bancaire ou X ou Y, ils vont dans des zones où il y a de l'or, ils martyrisent ou contrôlent les populations. Contre la sécurité, ils taxent l'or et avec cet or-là, ils s'achètent des armes et ils font la guerre. D'où le devoir de diligence de l'OCDE qui sort en 2012 sur les minerais du conflit, qui est à l'origine de beaucoup de choses. On veut tracer les métaux. Et c'est l'origine, on va dire, de la traçabilité, après César, de la traçabilité des métaux. Donc c'est une date importante. Et depuis, beaucoup de codes, de standards se basent là-dessus. Vous avez dû en entendre parler, dont le COC, le fameux coq. Voilà. Et enfin, bon, alors là, je vous ai donné 10 dates, c'était fini, mais il y a une dernière date qui est la semaine dernière. Et c'est Edward Snowden, je ne sais pas si vous... Ah oui, je connais bien sûr. Qui a dit, l'or, c'est un bitcoin qu'on ne peut pas envoyer par Internet. Et ça explique beaucoup de choses sur la crypto-monnaie. En fait, voilà, ça date de la semaine dernière, c'est lui qui l'a tweeté. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait vrai. En fait, quand on a peur pour la valeur quand il y a de l'inflation, quand on ne fait pas confiance aux États, parce que les États peuvent imprimer de la monnaie, qui est utile aussi quand vous avez la crise Covid et que l'État imprime de la monnaie, c'est très utile également. Mais il faudra bien le rembourser un jour. Le meilleur moyen de rembourser, c'est l'inflation, etc. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent des valeurs refuge. Snowden a dit, l'or, c'est le bitcoin. C'est un bitcoin qu'on ne peut pas envoyer par Internet. Les crypto-monnaies ont cet effet or, et c'est pour ça que l'or n'a pas énormément augmenté pendant la crise du Covid. C'est plutôt les crypto-monnaies qui ont augmenté. Même l'immobilier, il y a eu un effet or. Mais voilà, c'est le parallèle que je ferais. Je regrette une chose, c'est que j'ai pas parlé de joaillerie, alors que je suis interviewé par Shaima. Donc alors allons-y. Je peux pas vous laisser partir c'est comme un beau ça. métal. Ouais. Mais bon, là, je vais pas vous parler de joaillerie, mais je vais vous parler de bijouterie. Quand vous allez en Inde, ou quand je vais dans la campagne en Amérique du Sud, on est en face de gens qui n'ont pas accès à la banque. Donc la banque, elles l'ont autour du bras. Donc quand la récolte est bonne, leur monte. Pourquoi ? Parce qu'ils vont acheter des bracelets, vous savez, les fameux bangles, comme on dit. Alors ils existent dans les pays très pauvres en cuivre. Ils peuvent exister en argent ou en or. Donc en fait, en plus, ce sont les seuls biens qu'on reconnaît à la femme dans ces pays-là. D'accord ? Vous avez les ceintures de mariage dans le Maghreb, qui sont connues. Vous avez, donc en cas de veuvage, par exemple, c'est une des rares choses qu'on reconnaît à la femme. Donc, comme une épargne, mais qu'on porte sur soi. Après, que tout le monde reconnaît. Que tout le monde reconnaît. Et je vous rappelle que l'Inde est le plus grand consommateur d'or au monde, pardon, pas de bijoux, d'or au monde, mais aussi de bijoux, et que l'or se transforme. En fait, c'est normal là-bas. C'est pour ça qu'on ne parle pas de recyclage là-bas. L'or se transforme. J'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais refondre mes bijoux. Alors, en Amérique du Sud, on l'amène au clou. Le boucher, quand il veut acheter, comme il n'a pas de banque, quand il veut acheter, il va emprunter, il va acheter sa vache, il va vendre sa viande, et après il va récupérer avec son bénéfice. Donc, en fait, 90% des bijoux, c'est de la bijouterie, c'est pas de la joaillerie. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'autre côté du monde de la bijouterie, vous avez ce qui est la joaillerie, ce qui est le plus glamour au monde,
la place Vendôme. On revient au yin et au yang. Voilà. Est-ce que... ok. Donc moi, j'ai fini ma timeline. Eh ben, je Stylé. reviens. Stylé. Stylé. Stylé, en un mot, stylé. Donc ma fille avait raison, c'est stylé. Et comment elle s'appelle? Elle s'appelle Victoria. Ouais, voilà, Victoria, je suis d'accord. Stylé. Voilà. Papa, il est stylé. Non, mais voilà. Mais en fait... Ce qu'il faut retenir, on peut faire un petit point sur... Alors, je vais vous reposer, qu'est-ce que vous avez retenu Moi, voilà. ce que je retiens... Et après, moi, je vous dirais, parce que vous connaissez le côté glamour, puisque vous venez de la joaillerie, qu'est-ce que vous avez retenu? Ce que je retiens, c'est que finalement, l'or recyclé, ça a toujours existé, et aujourd'hui, on dit que c'est éthique. Mais finalement, attention, parce que c'est exclure la mine, oui. ou industrielle ou artisanale. Oui. Et comment on peut pallier à ça? C'est les soutenir, encadrer, c'est payer peut-être un peu plus, 15%, 20%. Oui, d'avoir un mix. D'avoir un mix, et comme ça, on n'abandonne pas les... Voilà, comme ça, on est dans le temps. Et on est dans progresse. Voilà. Ensuite, d'un point de vue historique, je ne pourrais pas tout répéter, mais c'était passionnant. Vous avez kiffé. J'ai kiffé. Mais quoi d'autre à retenir aussi? La valeur refuge, bien sûr, stable. Qui est à la base. Et la beauté du métal, surtout, c'est ce qui en a fait le bijou. La beauté du métal. Vous allez à Versailles, il y a de l'or partout. Ouais, bien sûr. C'est beau. L'opulence, c'est beau. Le pouvoir, vous avez l'immortalité, l'indestructibilité. Le dôme des Invalides, si vous le peignez, ça tient 10 ans, 15 ans. Si vous mettez la feuille d'or, ça tient 100 ans, 200 ans. Et que sa fonction, c'est du coup beauté, bien sûr, les valeurs qu'elle porte. Et c'est aussi l'indestructibilité. Oui. Et c'est aussi un moyen de paiement, de survie dans certaines régions, pays. Moi, ce que je trouve intéressant, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que, en fait, la valeur de l'or, c'est ce que l'homme est prêt à lui donner comme valeur. Vous investissez dans l'or, en fait, vous achetez un lingot, vous l'enfermez, vous ne le voyez plus. Donc, au contraire, c'est quelque chose de mort quand vous investissez là-dedans. Donc, en fait, ça représente la peur des gens en l'avenir. Donc, c'est très subjectif, la valeur de l'or. Donc, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est très utile parce que, comme ça a beaucoup de valeur, c'est très dense. Et surtout, c'est partageable. Si vous avez un bijou et que vous vous battez lors d'un hérissage, vous le coupez en deux, ou une pièce, vous le coupez en deux, etc. Donc le fait qu'il soit beau, le fait qu'il soit indestructible, en fait un objet de pouvoir, et en fait un objet, une valeur refuge. Et donc, voilà, c'est à la fois le métal des dieux, mais c'est sa valeur qui fait qu'on peut avoir aussi les pires comportements humains autour de ça. Et c'est cette ambivalence qui est intéressante et il ne faut pas l'oublier. C'est la réalité. Et vos prochains défis ou enjeux ou projets? Ma bataille aujourd'hui est de faire reconnaître l'importance donc, de la mine artisanale. Moi, je me suis toujours engagé là-dessus depuis maintenant 20 ans, dans cette filière. La preuve, avec les appellations d'origine Bordeaux, Champagne, on est les premiers à l'avoir fait dans le monde agricole. Donc on pourrait être aussi les champions à ce niveau-là. La seule chose, c'est qu'il faut assumer. Et il y a de la place pour tout le monde. C'est pour un diamant de mine, il y a une place pour un diamant de laboratoire, il y a des plus et des moins dans l'un et l'autre. Mais laissez le consommateur choisir au lieu de décider pour lui. C'était mon titre d'ailleurs. Diamant de laboratoire ou diamant de mine, à vous de choisir. Voilà, c'est tout. On ne peut pas vivre en dénigrant l'autre et en excluant les autres. Comment est-ce qu'on trace l'or ? Et après, on arrête parce que... Alors, l'or, il est tracé par une chaîne de confiance. Il y a des techniques, mais elles ne sont pas à 100% fiables. L'empreinte des impuretés. D'accord ? Des fois, les analyses coûtent plus cher que l'or qu'a extrait le mineur dans la journée. Donc, c'est économiquement pas faisable. Donc, c'est des chaînes de confiance. Et après, c'est du bon sens. Que les quantités sont stables, que les qualités sont stables. Et quand vous avez une différence ou un pic ou une variation, allez voir pourquoi il y a une variation. Alors s'il y a une variation parce qu'on trouve un bon filon, parce qu'on a installé des machines supplémentaires, parce qu'il y a plus de personnes qui y travaillent, c'est logique. Maintenant, est-ce qu'il y a une qualité d'or qui varie en fonction des différents points de mine des régions ? Oui, mais en fait, comme je vous disais, c'est un affinage. Donc donc oui, il est plus difficile d'extraire l'or quand vous avez un produit qui contient 1% d'or. D'ailleurs, le plus grand producteur d'or n'est pas une mine d'or, c'est une mine de cuivre qui se trouve en Indonésie. Et l'or est un sous-produit du cuivre.
Donc vous avez différentes qualités, mais grosso modo, dans l'or alluvial, dans l'or historique, c'est de l'or qui sort, c'est entre 70% d'or. On va dire c'est proche du 18 carats, hein. Et vous allez jusqu'à 99%. La moyenne se situe entre 85 et 90%. C'est ce qui est, pas dans la mine industrielle, dans la mine, on va dire, artisanale, c'est ce qu'on retrouve. Dans la mine industrielle, comme on dissout tout, après on tombe sur des fois, quand il y a plus d'argent ou moins d'argent, on tombe sur du 50% d'or. Peu importe, puisque vous allez purifier la chose. Oui, ok. Et d'ailleurs, les impuretés, quand c'est du cuivre, quand c'est de l'argent, ça vaut un peu d'argent. C'est pas non plus zéro. Ok. Voilà. Bah écoutez, mille merci. Parce que vraiment passionnant, je vous avais dit qu'il fallait, généreux. Plusieurs saisons. Oui, mais... Il fallait plusieurs saisons, non ? Non, mais en plus, vous racontez très bien. Il faut vous lancer, vous aussi. Lancez votre chaîne d'histoire sur l'or. Non, moi, je ne veux pas ma chaîne d'histoire. Moi, je veux juste qu'on me donne... On fait une série, si vous voulez. Épisode 1, on peut faire une série, hein, si vous voulez. Saison 1. On va réfléchir. Mais non, vraiment, en fait, vous j'ai hâte pouvez... de voir les retours. Donc, quand vous voulez, on revient et on... Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Shaïma. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Ils sont disponibles sur le site precioustalk.fr ainsi que vos plateformes d'écoute préférées comme Apple Podcast ou Spotify. Pour être certain de ne pas les rater, abonnez-vous à la newsletter ou sur les réseaux sociaux, Precious Talk Podcast sur Instagram ou sur ma page LinkedIn. À bientôt.